podcast de l'association Adicar. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Patrick Borel nous fait l'amitié d'être notre invité aujourd'hui dans ce studio de l'Institut de cardiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Présenter Patrick Borel, c'est faire connaissance avec un sportif de haut niveau en quelque sorte, un athlète. Il nous dira pourquoi. Patrick Borel est le doyen des greffés français du cœur, puisqu'il a été greffé il y a maintenant 41 ans. Et puis, il a subi une seconde greffe, c'était en 2001, une greffe du rein. Nous allons parler de tout cela avec lui. Bonjour, Patrick. Bonjour. Ma première question, est-ce que vous vous considérez comme un survivant ? Tous les êtres vivants sont des survivants, non seulement les humains, les animaux, les végétaux. Donc, je suis un survivant, mais je suis bien suivi médicalement. Et paradoxalement, j'ai peut-être moins de risque de mourir d'un arrêt du cœur que quelqu'un qui n'a jamais consulté un cardiologue. Après, bien sûr, tout le monde est un survivant et il faudra tôt ou tard affronter la mort. Mais l'avantage, c'est que moi, j'ai un peu d'expérience sur le sujet. Voilà. Et donc, vous n'êtes pas inquiet. Non. Patrick Borel, je vous propose de revenir au début des années 1980, quand tout arrive. Vous vivez alors près de Grenoble, à Grenoble même. À Grenoble, oui. Quel est le jeune homme qui s'appelle Patrick Borel à cette époque ? Alors, j'avais 19 ans. J'ai terminé mes études à l'Institut d'études politiques. J'étais déjà lourdement chargé en expériences, ce que j'appelle des expériences militantes, puisque depuis l'âge de 15 ans, j'étais très actif dans le monde associatif, au niveau de mon lycée, au niveau du ciné-club, au niveau du conseil d'établissement des élèves. Et puis après, j'ai fait de la politique dans un parti aujourd'hui disparu qui s'appelle le Parti Socialiste. À partir de quel âge ? 15 ans. Et président de l'UNEF, enfin vous voyez, le genre de truc. Et le lendemain des élections universitaires, ou très peu de temps après, je me suis réveillé hémiplégique avec un AVC. Voilà, alors la causalité, je la connais pas. Mais ça a été début janvier, le début d'une année pas facile. C'est un coup de massue parce qu'à l'époque, vous êtes un jeune homme plein d'ambition, en tout cas, qui voit l'avenir s'annoncer de façon plutôt optimiste. Oui, peut-être même trop. C'est à l'époque où j'estime que c'était ma période un peu jeune Sciences Po con, quoi. Donc je me voyais préparer l'ENA, faire une carrière dans la politique. Et oui, je pensais faire l'ENA et faire la politique, clairement. Le monde médical, à cette époque, vous ne le connaissez pas directement, sinon que votre père est dans le métier. Ah plus que ça, parce que moi j'ai eu au moins 15 ans de rééducation en ophtalmo, puisque j'ai eu une cataracte à l'âge de 4 ans, d'origine là aussi inconnue. Je ne pense pas que c'est de rapport avec le cœur. Et donc j'ai passé mon temps dans les services d'ophtalmologie de Grenoble. Avec rééducation, voilà. Donc en fait, j'ai passé depuis l'âge de 4 ans, je suis dans les hôpitaux. Et donc les couloirs, les chambres, ça ne vous impressionne pas ? Non, les attentes pendant toute la journée non plus. Mais avec beaucoup aussi de reconnaissance par rapport au monde médical. En 1982, vous avez 19 ans, se passe un accident de santé grave, un AVC. Vous vous rappelez les circonstances ? Alors oui, j'étais au réveil, c'est-à-dire que je tombais de mon lit en voulant me lever. Et en fait, je contrôlais plus mon corps. Donc non seulement AVC, mais perte de la parole, paresthésie sur le côté. Enfin bon, je ne vais pas donner de détails neurologiques, mais j'ai eu quand même le réflexe d'attraper mon téléphone, de prévenir ma famille. Et l'ambulance de Grenoble, j'habitais pas loin de l'hôpital de Grenoble, est venue et m'a récupéré et m'a orienté sur la neurologie. Puisque le premier diagnostic, qui finalement s'est révélé heureusement erroné, était la sclérose en plaques.
En fait, 3 mois plus tard, on a découvert que c'était le cœur. Mais ça n'a pas été le premier diagnostic. Le cœur avec une cardiomyopathie. Alors après, petit à petit, on a déroulé. Donc ça a été effectivement un diagnostic de cardiomyopathie non obstructive. Donc ce que j'ai compris, c'est que ce n'était pas héréditaire. On a fait passer toute la famille au scan. Et petit à petit, on m'a orienté, grâce à un cardiologue de ville, sur le service de M. Cabrol. Très vite, l'évolution s'aggrave, votre situation, votre cœur fatigue, et très vite, on va parler de greffe. Est-ce que vous vous rappelez si cela a provoqué un choc en vous, comment vous avez réagi au mot greffe? D'abord, j'ai réagi au bonhomme. Parce que... À quoi il ressemblait? Alors, il y a peut-être des gens qui vont dire que c'est un crime de lèse-majesté, mais pour moi, c'est un super compliment. Monsieur Cabrol, c'était Boris Karloff, si vous connaissez le monstre de Frankenstein. Sauf que lui, c'était pas le docteur, c'était le monstre. Hein. Il avait un physique avec des grosses paluches, une tête massive, mais par contre des yeux extrêmement bons, enfin la bonté même, quoi. Et donc, c'est pas le mot greffe qui m'a fait réagir, c'est le bonhomme quand il est rentré dans ma chambre et qui m'a dit voilà mon petit, je vais te mettre un deuxième cœur. Voilà. Mais j'ai besoin de toi. Et alors bon, sur le moment, je lui ai répondu 2 c'est mieux que 0. Donc pour moi, c'était pas une greffe, c'était un cœur de secours en quelque sorte. Voilà. Sauf qu'au réveil, j'en avais plus qu'un. Voilà. Ce qui était beaucoup mieux, mais ça, je l'ai su plus tard. Parce que le deuxième cœur, c'était la technique de Chris Barnard, la première greffe en Afrique du Sud. Ce qu'on appelle hétérotopique pour les initiés. Mais pour des raisons qui intéressent personne, finalement, il a pu me faire une greffe classique, entre guillemets. Voilà, donc moi, le mot greffe m'a pas tellement fait peur. Par contre, je suis allé regarder quand même à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas... Wikipédia. On n'avait pas Wikipédia. On avait un truc qui s'appelait le Quid, qui était une petite encyclopédie miniature, un seul volume. Actualisé chaque année. Voilà, le Quid de 82, donc sans doute. Et vous avez cherché? Et il y avait un entrefilet de 3 petites lignes, mais pas des lignes complètes, hein, des paragraphes, qui disaient « Greffe du cœur, espérance de survie, 3 semaines ». Et je suis parti au bloc avec ça. Dans quel état d'esprit? Avec l'idée que vous aviez très peu de chance d'abord de vous sortir de l'opération, ou que vous aviez vraiment simplement ces 3 semaines de survie? Vous savez, la mémoire est quelque chose de pas très fiable. Mais j'y suis allé avec un défi quand même, en me disant qu'il faudrait tenir un peu plus. Mais je ne pensais pas être là aujourd'hui. 41 ans, personne d'ailleurs. Entre le moment où la décision de la greffe est prise et le moment où on vous opère, il y a quelques semaines de latence, vous vous souvenez dans quel état d'esprit vous vous trouviez? Alors, ça a duré quand même un certain temps. J'ai fini à 37 kilos pour la taille que je fais. On perd quelques... Voilà, 37 kilos pour 1m76 à l'époque. Donc, j'étais quand même pas très en forme. Hein. Je suis retourné chez mes parents pour l'attente et j'ai été évacué en hélico, puis avion. Et je suis arrivé. Ils ne pensaient pas me trouver vivant à l'arrivée. Vous dites que Cabrol vous a imposé à son équipe. Alors ça, j'ai su bien plus tard. Parce que je n'étais pas un bon dossier. 37 kilos, j'avais pas... il m'a choisi. Peut-être qu'il a vu quelque chose, enfin j'en sais rien. Mais c'est lui qui m'a imposé à son équipe. Ouais. On reviendra tout à l'heure sur le rôle sans doute de votre caractère qui vous a forgé et qui sans doute vous a beaucoup aidé dans ce parcours médical. Si vous avez surmonté cet obstacle terrible, c'est aussi sans doute grâce à un nouveau traitement qui à l'époque était vraiment inédit.
Oui, c'est maintenant quelque chose de connu. C'est un champignon découvert en Norvège qui s'appelle la cyclosporine et qui était à l'époque le médicament miracle, notamment pour les anti-rejets. Et depuis, il y en a eu d'autres, mais c'est vraiment ça qui m'a sauvé, quoi. Vous avez été l'un des premiers à en bénéficier? Alors, j'ai été le premier en Europe. Oui, il n'y a pas de causalité totalement... c'est-à-dire que je pense qu'on a été quelques-uns... L'année 82 était l'année de la cyclosporine. Alors, il y a eu un peu de casse quand même, hein, parce qu'on a été 12, je crois, cette année-là, à être transplantés chez Cabrol. On n'est pas 12 aujourd'hui. Vous avez évoqué le professeur Cabrol au physique et puis au mental. Est-ce que vous êtes resté en contact avec lui au lendemain de l'opération et pendant des années? Plus que... oui, d'abord, faut savoir, contrairement à l'imaginaire populaire, c'est que les gens qui connaissent les maladies savent que votre chirurgien, vous ne le voyez pas souvent. En principe, vous le voyez après l'opération, il vient vous voir. Mais après, ça passe dans les mains du département. Moi, en l'occurrence, chez nous, c'était... Enfin, chez nous. Vous voyez, je dis nous. C'était pas les cardiologues, c'était à l'époque les anesthésistes qui vous suivaient. Et réanimateurs. Et en l'occurrence, en plus, c'était sa femme. Hein. Donc, Madame Cabrol. On disait monsieur, madame... Enfin, moi, j'ai jamais dit professeur, docteur. Je dis monsieur, madame, c'est une tradition familiale. Il y avait un rôle, une place très importante. Pour ceux qui connaissent un peu le service, Madame Cabrol, oui, avec son importance, c'était la chef de l'hôpital de jour, en fait, de fait. Alors, elles étaient deux, qui se tenaient bien, d'ailleurs. Madame Mattei aussi, qui est très bien, qui est maintenant qui est à la retraite aussi, mais qui est partie à Nancy. C'était les deux qui tenaient à bout de bras l'hôpital de jour. Donc, en fait, toute mon après-grève, c'est les deux anesthésistes qui m'ont suivi, et surtout que j'ai eu des complications très graves dans les 10 jours qu'on suivi, sans donner de détails. On m'a enlevé le sternum, il y avait un staphylocoque, je suis resté 4 mois en réanimation. Donc là, ça a vraiment été les réanimateurs, puis les cardiologues ont pris le relais. Monsieur Cabrol, il passait, mais c'est quelqu'un qui était mal à l'aise avec la souffrance. Donc, dans un bloc, ça, c'est pas gênant, mais quand il me voyait souffrir comme un malade, c'est le cas de le dire, il était malheureux. Alors que Madame Cabrol, elle sortait une aiguille comme ça, elle vous piquait, voilà. C'est deux spécialités très différentes, la réa et le chirurgien. Vous le considériez, le professeur Cabrol, un peu comme votre papy? Oui, alors je l'appelais papy, enfin... il n'a pas su. Vous étiez jeune, vous étiez très jeune. Mais je l'appelais papy et elle mamie, mais ils n'ont jamais su ni l'un ni l'autre. Mais par contre, il y a eu un transfert, je pense, parce qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Et j'ai été un peu leur enfant de substitution à un moment donné. Hein. C'est un peu l'impression que j'ai eue peut-être tardivement. Alors que j'avais un papa, une maman, des papis, des mamies. Hein, mais je pense qu'il y a eu un transfert affectif réel. Mais sans pour autant... être dans le... Je les ai vouvoyés quand même, hein, tout le temps. Et lui et elle? Non, il tutoyait. Vous étiez le gamin. Oui, il me tutoyait. Oui. Ça ne vous a pas empêché de leur tenir tête, et de tenir tête en particulier au professeur Cabrol, et notamment un jour où... Oui, je vous ai raconté 2-3... Notamment une fois, il m'a invité comme mascotte, il m'a invité 2 fois dans des trucs comme ça au début... Palais des Congrès de Festival de Cannes, 15 jours avant le festival, 2000 professeurs de médecine dans toutes les langues. Et il dit, voilà, la greffe, après, ils sont comme neufs, un truc comme ça. Bon. Et il m'avait mis au premier rang, et je me lève et je dis, c'est pas vrai. Alors, courageusement, parce qu'il fallait quand même... Il me fait monter à la tribune. Il y a du cran pour vous? Oui, pour lui aussi, parce qu'il savait qui j'étais. Et donc, en anglais, je dis, vous avez réparé, mais enfin, une bagnole de 120 000 km, c'est pas une bagnole neuve, c'est quand même un greffon, c'est pas... Bon. Et puis, deuxième chose, qui a un peu énervé madame aussi, c'est il y a quand même des troubles du comportement qui sont assez fréquents. Vous devriez quand même vous entourer de psychiatres comme aux États-Unis. Et c'est en descendant les marches qu'elle me dit, alors comme ça, tu veux faire une psychanalyse? Je dis non, mais reconnaissez que ça peut être parfois utile. Et la deuxième fois où il y a eu aussi une prise de tête, c'est que
Dossier de l'écran, Armand Jameau, il m'invite dans le public et elle me place derrière le professeur prix Nobel Jean Dossé, qui était aussi un mec qui a fait beaucoup indirectement pour les dons d'organes. Et elle me dit, s'il parle avant mon mari, tu le ceintures et tu l'empêches de parler. Voilà. Ce que j'ai pas fait. Hein. Mais voilà, c'était un peu des personnes à qui il fallait tenir tête quand même. Alors, ce n'était d'autant pas la vie d'avant, après l'opération, c'est que entre-temps, il faut prendre des cachets et beaucoup de cachets. Combien le régime quotidien, c'est combien de cachets? Alors oui, 22 cachets, une douzaine de molécules, des médicaments anti-rejet, plus la cortisone, plus les bêta-bloquants, enfin bon, une vingtaine de cachets. Mais pas plus que quelqu'un qui fait une chimio, enfin, vous voyez, c'est comparable. Par contre, il y a quand même un suivi tous les 2-3 mois, dans les bonnes années, vous passez en hôpital de jour, plus une coronaro, enfin, vous avez quand même compté un suivi médical assez fréquent, y compris avec des hospitalisations la nuit. Plus toutes les complications, en gros, tous les 2 ans, vous avez un gros pet au câble, quoi. L'une des complications, en 2001, a concerné vos reins. Oui. Il a fallu procéder à une nouvelle greffe, cette fois-ci une greffe du rein. Voilà. Compte tenu de votre première expérience, vous avez vécu cet épisode comment? Alors, faut savoir. Mon premier obstacle, ça a été là aussi de réguler avec le service. Alors, je m'entendais très bien avec... là aussi, il y a les cardiologues et les chirurgiens. Donc, ça s'est très bien passé en chirurgie. En néphro, ça a été... c'est pas parce que tu es greffé du cœur que tu vas avoir un régime de faveur, ce qui est logique. Hein. J'en demandais pas. Mais certains des traitements sont incompatibles. Enfin, c'est compliqué de faire jouer les deux. Par contre, je suis sorti la greffe du rein, je suis sorti une semaine après. Alors j'avais fait 4 mois de réa. Alors, donc d'abord, j'avais les anti-rejets depuis des années, donc ça a bien réagi. Puis j'étais déjà, on y reviendra, dans le monde professionnel. J'ai repris les activités 8 jours après ma greffe. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu des complications. Il y en a eu, beaucoup. Mais j'y suis allé beaucoup plus serein, quoi. Dans un service chirurgical, il y a naturellement le patron, en l'occurrence le professeur Cabrol, il y a l'anesthésiste, dites-vous, mais il y a tout autour d'eux toute une équipe. Et vous tenez à lui rendre hommage aussi à cette équipe. Je dis toujours qu'un service hospitalier, c'est un peu comme un porte-avions. Vous avez le pacha, et puis vous avez les officiers, mais il y a, y compris le bosco, le cuistot. Là, en l'occurrence, bien évidemment, dans un hôpital, tout le monde sait qu'il y a des infirmières, il y a des aides-soignantes, il y a les gens qui vous portent les repas, il y a les gens qui nettoient par terre. Et pour rester que sur le dernier cas, dans un service où vous êtes dans une chambre stérile, où même votre courrier est stérilisé et il vous le donne que 48 heures après, même les gens qui passent la serpillière, c'est indispensable qu'ils soient nickel, parce que votre vie dépend d'eux aussi. Donc c'est vraiment un service, je dis le porte-avions, mais c'est ça. Même le mécanicien a son importance dans le porte-avions, quoi. De la salle pétrière, vous dites que c'est devenu votre maison. Deuxième maison. Deuxième maison. Heureusement, j'y reste moins souvent que chez moi, quoi. Combien de mois, combien d'années y avez-vous passé? En cumulé? Cumulé. Je dirais 2 ans. Vous continuez. 2 ans sur 41. Vous continuez d'y retourner, bien sûr. Ah oui. Régulièrement. Oui. J'y retourne en moyenne une dizaine de jours par an. Il n'y a pas que l'hôpital, il y a aussi aujourd'hui le monde de la médecine de ville. Alors ça j'y tiens, surtout que je fais ça aussi pour témoigner de mes inquiétudes. On l'a bien vu avec la crise du Covid. La chaîne du monde médical aujourd'hui, vos prises de sang sont plus faites à l'hôpital, c'est au labo. Vous avez une médecine de ville. J'ai mis des années à
imposé d'avoir un médecin traitant, parce que Mme Cabrol ne voulait même pas que j'ai de médecin traitant. J'ai pas de cardiologue par contre, mais vous avez les pharmaciens qui vous trouvent les médicaments, parce qu'aujourd'hui, vous cherchez un antibiotique, plus de stock. Donc, tout ça, ça fait partie des choses que je dis. Il faut être diplomate, il faut savoir repérer les ressorts qui vous permettent d'avoir le rendez-vous avec la secrétaire médicale, que votre pharmacien mette à l'avance vos labos. Enfin, tout ça, c'est pas spécial au greffe. Hein, mais pour moi, c'est important que dans un témoignage comme le mien, j'essaie d'extrapoler sur l'ensemble des maladies. Et je suis un peu pessimiste sur le système de soins français qui est quand même... Pour des questions de budget? Oui, de société aussi, de priorité. Je crois que la crise Covid a vraiment été un accélérateur. Hein. Ouais. Revenons à ces années 80, 90. Très rapidement, après votre greffe, vous avez voulu reprendre pied avec votre vie d'avant. Vous avez repris vos études d'abord. Oui, alors j'ai terminé Sciences Po à Grenoble. Oui, petite anecdote, quand j'ai eu ma greffe, je m'étais dit, je vais quand même essayer de terminer à Paris, puisque je serais plus près parce que je ne pensais pas que je puisse un jour revenir à Grenoble. Donc j'avais appelé la secrétaire du directeur de Sciences Po Paris, qui m'a pris pour un dingue. Hein, Elle n'y a pas cru. Oui, d'ailleurs c'est vrai que j'étais bourré de cortisone, j'étais un peu speed. Donc je suis retourné à Grenoble, j'ai terminé mes études à Sciences Po Grenoble. J'ai repris mes activités militantes, puisque l'année, exactement 12 mois plus tard, j'ai regagné les élections universitaires avec le soutien de la CFDT, déjà. Et après, j'ai été l'animateur avec une collègue qui se reconnaîtra du mouvement SOS Racisme sur l'agglomération grenobloise. Et puis après, j'ai terminé en remontant à Paris pour un 3e cycle de ressources humaines à Sciences Po. La revanche de Sciences Po Paris. Donc là, j'ai terminé mes études à Sciences Po Paris, en 3e cycle. Donc une vie professionnelle très active, des engagements multiples. Alors là, c'était pas le professionnel, c'était les études. Les études. Après, vie professionnelle. Et là, après plusieurs années de conseils en ressources humaines, j'ai réussi à décrocher le jackpot, puisque je suis rentré à la Caisse des dépôts et consignations, où 35 ans plus tard, je suis toujours. Et d'abord 20 ans dans les ressources humaines, et aujourd'hui du côté de la force, puisque maintenant je suis permanent syndical et secrétaire général de la CFDT. Alors ça n'a pas été toujours facile sur le plan physique. Vous expliquez que chaque matin, c'est comme s'il fallait remonter à cheval. Oui. Alors j'ai pas eu des expériences de cheval très concluantes, mais oui. Vous n'êtes pas cavalier? Je suis pas très cavalier, mais effectivement, il y a des jours où c'est pas toujours... on a beau être avec un cœur, il y a quand même des périodes où les médocs et tout ça vous cassent un peu, quoi. Donc oui, il faut un peu de volonté des fois pour remonter. Votre militantisme vous a-t-il servi tout au long de ces décennies? Est-ce que ça a été un soutien? Alors, d'abord, je l'étais déjà. Donc c'est un peu l'histoire de la poule et l'œuf de tout à l'heure. Je pense que j'ai voulu refaire tout comme avant. C'est-à-dire que je ne voulais pas reconnaître que j'étais plus comme avant. Bon. Donc j'ai voulu redevenir militant. Mais je dirais aussi que ça a été un divertissement au sens de Pascal, Blaise, ou en tout cas une thérapie. Puisque ça m'a permis de m'évader et de ne pas penser à mes petits bobos. Donc oui, clairement, ça a été une analyse en fait. Quel rôle votre caractère, votre personnalité ont-ils joué, et comment définiriez-vous ce caractère? Combatif? Alors, moi, ce que j'ai tendance à dire au-delà de ma petite personne, parce que c'est un peu narcissique comme exercice, c'est que les personnes qui sont confrontées à ça, que ce soit
une greffe, un cancer, toutes les saloperies qui peuvent vous tomber sur la tête. Il faut avoir ou acquérir une volonté de combat, de warrior, comme on dit maintenant en bon français. Donc c'est plus que du caractère. Et c'est pour ça que quand les soignants, puisque je sais qu'il y a dans l'auditoire après de ce petit film, beaucoup de gens de l'hôpital, médecins, infirmières, etc., arrêtez de materner vos malades quand vous vous adressez au papa, la maman, au conjoint. C'est à lui d'abord, ou à elle qu'il faut parler. Surtout quand le malade et le patient est un adulte ou un jeune adulte. Mais même un enfant, parce que c'est comme lui qui va se battre. Quand le brancardier vient vous prendre pour vous amener au bloc, vous êtes tout seul, hein, vous n'avez pas maman qui vous tient la main, vous n'avez pas votre mari. Donc je pense que c'est rendre service aux gens de les traiter en adultes, même si c'est des petits-enfants. Enfant, vous étiez déjà bagarreur. Oui, parce que j'avais des grosses lunettes et que dans la cour d'école, il fallait s'imposer. Oui. Et les défendre. Ouais. Est-ce que ce parcours médical, très long, compliqué, vous a rendu plus déterminé, plus combatif? Ouais, j'étais déjà. Ouais. Et est-ce que vous êtes découvert des qualités que vous n'aviez pas soupçonnées vous concernant? Une des qualités que j'ai découvert ou redécouvert, c'est que ce qui compte, c'est pas d'être celui qui court le plus vite ou d'être le plus costaud. Ce qui compte, c'est de s'adapter à la situation. C'est ça que je dis toujours, pour ceux qui s'intéressent à l'évolution des espèces de Darwin, je suis un peu comme une tortue des Galapagos, quoi. Il faut savoir s'adapter au climat, voilà. Parce qu'en plus, vous pouvez avoir d'autres traitements Puis bon, je sais qu'il y a des complications qui peuvent vous arriver à tout le monde. Donc oui, j'ai découvert s'adapter ou crever. Qualité numéro 1. Ouais, qualité numéro 1. Plus que d'être combatif. Combatif, c'est un terme assez générique. Et puis le goût des autres. Parce que vous dépendez d'abord et avant tout de la société, quoi. Et ça, je ne sais pas s'il faut insister sur le don. Le don d'organes, c'est important. Parce que c'est un des sujets que tout le monde pense quand on parle au greffe. Mais derrière le don d'organes, il y a le don tout court. Parce qu'aujourd'hui, la société, elle est beaucoup plus égocentrique qu'elle ne l'a été. Donc, plus individualiste. Beaucoup plus, oui. Est-ce que c'est vrai dans d'autres pays ou c'est particulièrement vrai en France? Je ne suis pas le plus grand spécialiste de ces domaines. Je suis pas, même si j'ai fait de la sociologie à Sciences Po, mais moi, de ce que j'ai appris de mon petit côté haut alpin grenoblois, c'est que c'est dans les pays de montagne, on est souvent plus solidaire. Non, bon, c'est du café du commerce, ça, mais je pense que c'est en partie vrai. Foi aux autres, foi en Dieu. Est-ce que votre foi vous a été d'un grand secours? Alors moi, je dis toujours, bon, je suis catho, hein, je fais pas la messe, hein, mais j'ai quand même fait, je suis tatoué de partout, j'ai eu la première communion, le baptême, la première communion, la deuxième communion. Cochez toutes les cases. Coche toutes les cases. J'ai fait le caté, j'ai fait l'aumônerie des lycées jusqu'au bac. Par contre, je me sens plus proche des curés que de la hiérarchie catholique. Pour plein de raisons. Hein. D'abord parce que mes curés étaient quand même... alors à Grenoble, c'était ce qu'on appelait la jeunesse ouvrière chrétienne. Et à Gap, qui était une ville plus petite, c'est ce qu'on appelait le mouvement rural, la JAC, quoi, le mouvement rural de la jeunesse catholique. Mais c'était quand même des gens engagés aussi, les prêtres à l'époque. C'était la génération encore... Donc c'est un peu ça, ma matrice chrétienne. Et vous avez beaucoup prié tout au long de ces années? Alors, j'ai prié, ça m'a aidé. D'abord, avoir le cœur de quelqu'un, forcément, ça vous fait... Je m'étais d'ailleurs un peu engueulé une fois avec un prêtre, parce que j'ai fait de la radio aussi, Radio Notre-Dame. Le gars était un peu has-been, quoi. Et j'ai essayé de lui expliquer que quand tu es chrétien, tu crois au don d'organes, ou alors tu te changes de crèmerie, quoi.
D'ailleurs, M. Cabrol n'était pas content contre le prêtre en question. J'ai vu le moment où il allait appeler son évêque. Donc oui, ça aide beaucoup pour recevoir un don comme ça. Et puis le deuxième moment que je retiens, c'est quand j'ai eu ma greffe du rein, qui n'était quand même pas non plus... je suis allé prier à la petite chapelle qui est pas loin d'ici d'ailleurs, la chapelle de la Salpêtrière, qui est en partie consacrée. Une bonne partie maintenant est un bâtiment public. Mais je suis allé prier et quand je me suis réveillé de ma greffe du rein, il y avait c'est marrant quand même, il y avait le reflet de la chapelle dans la télévision de la chambre. Et là, j'ai eu une discussion avec le petit Jésus. Et je dis, mais tu m'as encore donné une chance, pourquoi ? Et il m'a répondu, évidemment, tout ça, c'est pas un dialogue. Mais croyant à croyant. Voilà. Et il m'a dit, je t'ai redonné la vie pour que tu donnes la vie. Alors, ça, c'est un sujet que je termine là-dessus, c'est que moi, mon projet professionnel, c'était de faire 5 enfants. Bon. Et quand M. Cabrol m'a dit, j'ai regardé les nuages, j'ai dit à ma mère qui m'a accompagné, tu vois, c'était 5 petits-enfants. Donc, j'ai renoncé à prendre le risque de laisser une veuve et 5 orphelins, quoi. Mais c'est en 2001, oui. En 2001, je me suis reposé la question. Et puis, j'ai pas trouvé la maman qui allait avec, quoi, voilà. Ou j'ai pas pris le risque, je sais pas. Enfin, en tout cas. À plusieurs reprises, vous avez évoqué les donneurs, puisque vous avez un cœur et un rein. Est-ce que vous savez de qui il s'agit ? Non. D'ailleurs, moi, je suis un fervent défenseur de l'anonymat, à l'exception d'un cas très particulier, qui est d'ailleurs un truc à encourager, pas pour le cœur, mais par exemple pour le rein, les dons du vivant. C'est-à-dire que vous donnez un de vos reins, bon, ça c'est autre chose. Mais non, je ne connais pas mes donneurs, je les ai un peu idéalisés, forcément. Vous pensez souvent à eux ? Oui, mais alors, quand on a préparé l'émission, je vous ai dit que j'allais le dire comme ça, donc je le redis bien tel que je l'avais prévu. Au-delà du donneur et de la famille du donneur, qui est évidemment très importante, moi je considère que dans la mesure où c'est un don anonyme, moi je m'adresse au pluriel, donneur pluriel, puisque en fait, ce qui compte, c'est une démarche pas seulement de 1982 ou de 2001, c'est qu'aujourd'hui, je m'adresse au présent, qu'il y ait de nouveau une chaîne parce que c'est pas seulement le donneur il y a aussi le préleveur. Il ne faut jamais oublier qu'il y a le service qui greffe, mais il y a le service qui prélève. C'est pas le même en principe, c'est même jamais le même. Il y a des conditions enfin c'est pas à moi de l'expliquer ça, mais donc oui, c'est très important de se rendre compte qu'il y a plusieurs centaines de personnes dans la chaîne. Donc oui, évidemment, le donneur, la famille du donneur, les donneurs, mais aussi toute la chaîne. Les coordinateurs de transplantation. Parce que derrière un greffon, en fait, il prélève plusieurs organes qui vont à plusieurs personnes. Nous arrivons au terme de notre entretien, Patrick Borel. Finalement, votre témoignage, vous voudriez l'adresser à qui en priorité ? D'abord, je voudrais l'adresser quand même à ceux qui sont en attente d'une greffe. Parce que c'est quand même une période de la vie pas marrante. D'autant plus que du fait de la pénurie, tout le monde n'arrive pas au bout. Donc déjà, c'est d'ailleurs à peu près le même conseil que je donnerais aux gens en attente et aux gens qui viennent d'être greffés les premières années. C'est-à-dire que battez-vous, c'est jamais perdu. Donc même si vous sentez que ça dégrade, il faut rester combatif, puisque c'est l'expression que vous m'avez retenue. Donc c'est d'abord aux gens en attente et aux gens qui ont été greffés récemment que je m'adresse. Après, j'avais fait un papier il y a quelques années là,
dans un bouquin de Flammarion où j'avais écrit un chapitre pour M. Cabrol. Je disais, les greffés, c'est comme les bouteilles d'orangina, il faut les secouer un peu. Les premières années, ils sont quand même un peu perturbés, c'est pour ça que je parlais de psychiatre. Mais après, il faut revenir assez vite dans la vie sociale normale. Donc, passer les 5-6 premières années, redevenez comme avant, parlez pas de ça tout le temps. Même autour de moi, il y a des gens qui ne savent pas que j'ai été greffé. Hein. Il y en a qui pensent que j'ai eu une maladie du cœur, mais bon, faut savoir tourner la page. Mmh. Après, il y a quand même aussi les proches. Hein. Donc, les parents, les conjoints, les enfants. Donc ça, c'est assez classique aussi comme conseil. Bon, mis à part qu'il ne faut pas materner ou paterner votre patient, votre proche, il faut quand même être aidant quand même. C'est toutes les techniques de... Là, je vois dans ma boîte maintenant, il y a ce qu'on appelle le café des aidants. C'est un peu des réunions Tupperware ou plutôt des réunions Weight Watchers sur comment on fait quand on est une personne fragile. Bon. Donc oui. Et puis il y a un troisième public qui est quand même l'immense majorité des Français, enfin des Français et qui savent pas trop ce que c'est qu'une greffe aussi. D'abord le mot greffe ou transplantation, c'est pas toujours très bien compris. Moi, la première fois que j'ai dit que j'ai été greffé, c'était en sortant de l'hôpital. Je monte dans un taxi et le gars me dit pourquoi vous étiez à l'hôpital? Et je dis j'ai été transplanté. Le mec, il a pilé net, il voulait que je sorte du taxi, quoi. Bon, donc il avait peur de quoi? Il avait peur que je meure dans son taxi. Donc bon, il s'est passé beaucoup de choses depuis, mais en fait, il y a beaucoup d'incompris de choses. Puis il y a, alors, on parlait des religions, mais il y a des religions où certains religieux qui sont pas très clairs par rapport à ça. Je sais par exemple le Shinto, enfin c'est japonais, hein, donc il n'y en a pas beaucoup en France, mais il y a quelques religions pas très... Ils sont très réticents. Et les religions du livre, juifs, musulmans, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il y a d'autres religions qui ne sont pas forcément évidentes, quoi. Patrick Borel, merci beaucoup de ce beau témoignage. Battez-vous, ce n'est jamais perdu. Ce sont les mots qu'on voudrait retenir. Merci. Merci.